Et pour faire la transition, puisque Stéphane Siro a également évoqué la question en filigrane de cette souveraineté, je vais désormais donner la parole à Gwenaëlla Caprani, membre du collectif Citoyens Souverains, et qui va vous parler donc dans son intervention probablement de cette question, et je dirai ensuite 2 mots à propos de l'ouvrage qui a été sorti par ce collectif. Merci. Bonjour donc. Je représente devant vous le collectif Citoyens Souverains que sans doute vous ne connaissez pas, que je vais vous présenter rapidement. Ce collectif s'est donné pour ambition de travailler sous l'angle de l'émancipation les notions associées de nation, souveraineté, internationalisme. Les membres de Citoyens Souverains sont des riens, bien décidés à penser par eux-mêmes, avec pour unique enjeu la souveraineté première, c'est-à-dire la liberté de penser, de mettre en forme les idées, de les affiner. Nous nous risquons sur toutes les pistes que nous jugeons importantes, avec le collectif comme régulateur. Citoyens Souverains est un outil différent d'écoute, de confrontation des paroles individuelles et collectives, un outil complémentaire et sûrement pas en concurrence avec d'autres outils politiques dans lesquels d'ailleurs les membres du collectif peuvent être, à titre individuel, investis ou non. Je poursuis par une lecture à grands traits de la situation politique à laquelle nous sommes confrontés. Passons très vite sur l'oligarchie qui a pris les rênes du pouvoir et ceux qui les accompagnent. Vous savez tous ici, vous savez qu'il n'y a rien à attendre de la pensée unique qui s'est mise en marche, toujours plus à droite, toujours plus répressive. Nous n'avons rien à retirer de ces autoproclamés de la modernité qui, tout sourire dehors, réinstallent avec constance les modes de domination du XIXe siècle. Les espaces de débat qu'ils prétendent laisser ouverts sont des leurs. Or, nous sommes convaincus que la mise en mouvement d'un corps politique, nous reviendrons sur cette notion, nécessite une pensée élaborée qui prenne à bras le corps toute l'étendue des questions de l'organisation de la vie et offre un système de réponse cohérent. Quelque chose qui réponde à « il faut faire quelque chose » et qui se reformule en « il nous faut délibérer et décider de toutes les matières qui intéressent les politiques publiques ». Or, délibérer et décider, c'est la stricte définition de la souveraineté. Et nous y voilà. Les réponses à cette nécessité qui émerge ne manquent pas. L'extrême droite se sent pousser des ailes, sûre d'être maîtresse du terrain, persuadée qu'elle a une longueur d'avance et livre, prête à l'emploi, un projet souverainiste bien ficelé. Or, il s'agit d'une conception de la souveraineté en tout point opposée à la nôtre. Pour nous, la souveraineté est celle des citoyens et de chaque peuple, et non celle, au moment historique où nous sommes, de l'État bourgeois français. Pour nous, le problème, c'est la libre circulation des marchandises et des capitaux, non celle des êtres humains. Les Gilets jaunes ont confirmé notre analyse. Ils ne sont pas obsédés par l'insécurité culturelle ou l'immigration, mais préoccupés de fins de mois difficiles et de l'impuissance politique. Car à ce jour, en mouvement, il y a les Gilets jaunes, une agrégation bien réelle de volonté d'agir. Par logique, ils sont à l'écoute. Par facilité, ils peuvent être sensibles aux idées simples. Pourtant, par les voix qui laissent passer les expressions du mouvement, on peut entendre une prise de conscience de la nécessité, mais aussi de la difficulté à s'assurer de la maîtrise des moyens de délibérer et de décider. Une conscience de l'ampleur de la tâche et du sérieux avec lequel il faudra traiter la question. En écoutant, lisant, débattant, nous entendons bien que la souveraineté a le vent en poupe, mais sous condition d'être découpée en sous-sujets. Pour être entendue, la souveraineté devrait être précisée, encadrée par un adjectif qui lui est accolé. Pour la souveraineté énergétique, le plan négawatt. Pour la souveraineté numérique, notre système d'exploitation, comme les Russes, et investir dans la production de hardware.
Autre levier de souveraineté, s'appuyant ici sur les résultats des travaux de Bernard Friot. Souveraineté sanitaire, par la restauration du financement de la santé par la cotisation, en incluant bien sûr le médicament. Souveraineté alimentaire, par la création d'une cotisation permettant à la population de se nourrir en produits bio et locaux. Souveraineté des producteurs, par la socialisation la plus large possible de moyens de production. Responsabilisation des producteurs pour une offre de produits durables, réparables, répondant aux besoins raisonnables des utilisateurs. Les réticences se font plus fortes si on passe aux fonctions régaliennes. Souveraineté militaire, sortie de l'OTAN et par réciprocité, fin de la France-Afrique. Souveraineté monétaire, affirmée pour nous-mêmes, c'est-à-dire fin de l'euro, et par réciprocité, pour la souveraineté monétaire des pays concernés, fin du franc CFA. Sur ces derniers points, nous nous heurtons aux europhiles et aux alter-européistes. Mais comment mettre en œuvre quelques souverainetés sectorielles sans avoir la main sur la souveraineté majeure, confisquée dans le carcan de l'UE et de l'euro? Impossible. Donc, on en sort. On en sort comment? En s'appuyant sur deux jambes. Le premier, un plan de sortie, des scénarios de réponse aux attaques des marchés financiers. Nous avons rattrapé le livret abandonné par la France insoumise, l'avons maintenu et affiné. Ce plan de sortie est publié sur notre site web et est ouvert à toutes les contributions. Deuxième point d'appui, un peuple en mouvement et décidé à tenir ses positions, c'est-à-dire un Frexit de gauche auquel on donne de la matière en associant une volonté politique portée par une stratégie et des tactiques expertes et la puissance d'un peuple, c'est-à-dire d'un corps politique pensé à l'échelle nationale. Avant de poursuivre, je vais préciser la notion de corps politique. Nous nous sommes saisis de ce concept défini par Frédéric Lordon dans son livre Imperium. Ce qu'un corps politique n'est pas, il ne se confond ni avec les classes sociales ni avec les catégories sociologiques. On parle de corps politique quand un groupe se met en mouvement pour agir sur le réel. D'où son intérêt pour penser en politique. Les Gilets jaunes, corps politique. Ce concept permet de voir, et si on veut investir, des corps politiques en mouvement à différentes échelles. Les mouvements anarchistes ou communalistes affectionnent la petite échelle. La ZAD est capable de produire de l'expérimentation radicale. Par contre, elle a deux inconvénients majeurs. Sa radicalité ne la rend pas accessible au grand nombre. Son existence est conditionnée à la tolérance du pouvoir, au bon vouloir de celui-ci. Notre-Dame-des-Landes était à la merci du coup de force qui l'a balayée. La très grande échelle, l'espace monde, qui fait vibrer les no-borders, porte les rêves d'apaisement par dépérissement des États-nations. Pourtant, on n'a jamais rien vu à cette échelle qui ait produit un résultat sur les conditions matérielles d'existence de qui que ce soit. Et quand du concret s'avance, c'est plutôt effrayant. Les solutions fascisantes des libertariens qui se verraient experts de la gouvernance mondiale, ou Libra, la monnaie virtuelle de Facebook. Reste à disposition l'échelle nationale, qui a fait plus d'une fois la preuve de sa capacité à peser sur le réel. Nous serions bien fous de la maîtriser, de la mépriser. Le corps politique n'est pas condamné à perpétuer sans fin la forme moderne d'État bourgeois. Il n'est pas condamné à reproduire les coups tordus colonialistes et impérialistes. Refusons les visions nationales, identitaires, posées comme éternelles, alors qu'elles ne sont que des étapes de l'histoire. L'identité éternelle nationale n'existe pas, n'a jamais existé, n'existera jamais. Seuls existent des corps politiques d'enveloppes poreuses, continuellement traversés de mouvements, de forces contradictoires, de volontés de sécession, de tentatives de refondation, et qui se stabilisent, toujours provisoirement, au rythme de l'histoire. Un exemple parmi des centaines d'autres. L'Italie a perdu son unité politique à la chute de l'Empire romain, puis connu sa résurgence en 1860, en perdant au passage Nice et la Savoie. Refusons d'autant plus les coups tordus dans lesquels l'Europe qui nous protège nous entraîne. Directive des travailleurs détachés, jungle de Calais, cynique dispositif Frontex. Il devrait-il être assumé par un corps politique national qui, dans une période glorieuse de son histoire, a déclaré la fraternité comme principe fondamental de la République? Au nom de qui
Le peuple grec, abandonné à son sort, a-t-il subi les souffrances qui lui ont été imposées? Sûrement pas en application du principe de fraternité. Les hommes de tous les pays sont frères et les différents peuples doivent s'entraider selon leur pouvoir, comme les citoyens du même État. Celui qui opprime une seule nation se déclare ennemi de toutes. Robespierre, titre 26 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et réclamons-nous des coups d'éclat émancipateurs. Désignons comme tels les coups de génie qu'on aura à cœur d'honorer. Ambroise Croizat, dans la dynamite du CNR, a su dire la volonté d'en finir avec la peur du lendemain. Mieux encore, en créant la grande tontine nationale, alimentée par la cotisation sur les richesses produites, ses camarades et lui ont su servir à tous la santé et la perspective d'un revenu continué dans toutes les circonstances de la vie. Je répète, nous ne sommes pas condamnés à la forme État moderne bourgeois, l'État du capital. Cette forme est de nature historique et à ce titre disparaîtra, comme la forme féodale avant elle. Pour affirmer la situation présente, oui, l'échelle nationale est la bonne échelle de puissance. Et pourquoi faire ? Est-il bien utile de poser une étiquette sur la couverture d'un dossier maigrement constitué de feuillets épars ? Ne devons-nous pas travailler à rendre visible une forme possible d'État-nation désirable, répondant aux besoins du grand nombre ? Un État qui ne soit plus un État du capital, un État qui ne laisse plus entre les mains d'une caste les institutions par lesquelles elle s'assure de maintenir un État du capital. Concernant ce deuxième point, sur un gilet jaune, on a pu lire « On a trouvé la fraternité, on vient chercher la liberté et l'égalité ». Les gilets jaunes se sont emparés du RIC et l'histoire nous a transmis le monument liberté, égalité, fraternité. Principes généraux visant à l'émancipation et qu'il convient de refonder sous des formes institutionnelles faisant l'objet d'une très large attente. Autonomie et subsidiarité maximale, soit une structure d'ensemble étagée de type fédéral. Attention extrême portée au mécanisme de la représentation. Préoccupation constante pour la construction de garde-fous institutionnels qui enrayent au maximum les captations de pouvoir. Mais qui y travaille ? Concernant la visée d'un État qui ne soit plus État du capital, nous disposons des propositions de Bernard Friot de renforcer et d'étendre le principe de la cotisation conçu pour alimenter un régime général détricoté méthodiquement par nos adversaires. Sommes-nous sûrs que cela serait inaudible au sein du corps politique ? Originellement, la gestion des caisses était aux mains des bénéficiaires, faisant la nique à l'État dans un esprit qui devrait plaire aux gilets jaunes. Les soignants, hospitaliers ou libéraux, devraient pouvoir entendre combien l'effritement du financement de la santé par la cotisation a été essentiel dans le processus de destruction de leurs conditions de travail. On s'interdirait de s'adresser aux artisans, aux petits commerçants, chasse gardée du Front National, Rassemblement National. Historiquement, ces catégories ont refusé la logique du système général de sécurité sociale. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Des trentenaires, pourtant bien formés, décrochent volontairement du marché du travail et comprennent aisément la notion de propriété d'usage. Notre réponse donc, se saisir d'urgence des déjà là révolutionnaires et nationaux, porteurs de puissance, le monument national liberté, égalité, fraternité, le couple cotisation-subvention, décrit par Bernard Friot, pour détrôner la propriété lucrative, pour un Frexit émancipateur et de gauche.